Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, après un certain temps d'absence, de silence. Et la raison est simple, c'est simplement que j'avais rien à dire. Je ressentais pas le besoin de poster quoi que ce soit. Mais là, ces derniers jours, ce besoin est revenu. Et je souhaite aujourd'hui parler d'Adam et Ève, c'est-à-dire du masculin et du féminin, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que je crois qu'aujourd'hui, dans la conscience collective, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à un grand nombre d'entre nous, qui nous préoccupe, qui nous travaille. En tout cas, moi, c'est le cas, ça me travaille énormément. Et je souhaite justement analyser ce sujet-là, ce thème-là du masculin et du féminin à travers du mythe d'Adam et Ève, et plus particulièrement du moment qu'on appelle la chute, et que moi j'aime appeler le traumatisme originel à la place du péché originel. Alors, j'ai bien dit le mythe d'Adam et Ève parce que, encore une fois, comme dans mes vidéos précédentes sur le Christ, je crois que pour moi, ça a peu d'importance si c'est vraiment arrivé, le récit de la Genèse. Ouais, pour moi, ça a très peu d'importance, mais quand on regarde encore une fois ce récit-là comme un mythe, c'est-à-dire pas quelque chose qui a aucune réalité, qui est juste une fantaisie, mais une histoire qui est porteuse de sens, un récit porteur de sens, eh bien là, vraiment, ça a une profondeur incroyable et on peut vraiment en tirer beaucoup de choses, beaucoup de perles. Surtout, ce récit d'Adam et Ève, pour moi, est si profond. Ça nous révèle beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur le monde, sur l'humanité, etc., etc. Et sur le masculin et féminin. Donc, qu'est-ce qui est bien important en premier lieu, que je précise tout de suite, c'est qu'il faut vraiment garder en tête avec tout ce que je vais dire dans cette vidéo, et peut-être dans d'autres qui vont suivre sur le même thème, c'est qu'il faut toujours garder en tête que dans notre profondeur, dans notre essentialité, hommes et femmes, peu importe, en tant qu'être humain, dans notre essentialité, on porte cet archétype de l'Adam originel, qui est un être unique, à la fois masculin et féminin. C'est-à-dire, c'est pas deux êtres qui sont dans une espèce d'union. Non, le texte de la Genèse est très précis que Dieu créa Adam, il les créa mâle et femelle, homme et femme, il les créa à son image. Donc, que l'Adam originel, c'est un être bi-un, c'est-à-dire qu'il est un être unique et qui possède un pôle double, un pôle masculin et féminin, à l'image de la divinité, qui, bien qu'on l'ait plus ou moins éclipsé dans nos traditions occidentales, qui est très clairement, on le retrouve très clairement, cette bi-unité-là dans la tradition hindoue, où il nous est dit que le divin est à la fois masculin-féminin, Shiva Shakti, et que c'est pas deux entités séparées, mais bien un être unique et ses deux pôles, masculin-féminin. Donc chaque être humain sur Terre aujourd'hui, qu'il soit homme ou femme au niveau biologique et physique, porte dans son essentialité cet archétype qui est au-delà du sexe, qui est au-delà du genre. Et ça, c'est très, très important à garder en tête parce que sinon, je sais que je vais me faire traiter de misogyne, d'androgyne, peu importe. Il va y avoir des incompréhensions assez flagrantes. Donc, ça, c'est en premier temps, il nous est dit dans le récit de la Genèse que l'homme, l'Adam originel, l'être humain,
archétypiel est créé à la fois homme et femme, à la fois masculin et féminin. Et que c'est seulement par la suite dans le récit où le fameux péché originel se produit et que là, vraiment, dans cette vidéo-là, j'ai pas l'intention de rentrer dans les détails. Bon, c'est Ève qui a tenté Adam, blablabla. Bla, 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 bla. Ce serait trop long et je m'éloignerais du sujet. Mais pour ceux que ça intéresse, je renvoie les gens qui s'intéressent aux travaux de Denis Marquet, notamment son livre Oser désirer tout et le deuxième tome Aimer à l'infini sur la véritable philosophie du Christ, où il aborde ça très en détail et très en profondeur, et ça nous enlève toutes nos incompréhensions qu'on a pu avoir au fil des siècles sur ce fameux épisode. Donc, après ce péché originel que moi j'aime appeler le traumatisme originel, l'homme, l'être humain, tout d'un coup, il nous est dit que tout d'un coup, entité unique qu'il était, tout d'un coup, il se retrouve divisé, séparé. Tout d'un coup, là, on parle clairement d'un Adam masculin qui se retrouve face à face avec une Ève féminine. Donc, il y a une division qui se produit. Et cette division-là est le résultat de la division de l'homme, de cette entité humaine, à la fois mâle et femelle, d'avec sa source, avec la source divine. Et là, encore une fois, Denis Marquet aborde ce sujet-là en profondeur, mais selon sa lecture, qu'est-ce qui a causé cette séparation d'avec sa source? C'est que l'homme, en acceptant le fruit du serpent, il s'est, comment dire, il a décidé de poser un acte autonome, c'est-à-dire un acte égotique, qu'il s'est mis en position d'autorité. Il a décidé de se faire Dieu, si on veut. Et c'était une possibilité qui était inhérente à la liberté humaine, qui a été octroyée à l'homme par le divin. Et là, bon, pour moi, c'était une nécessité que cet acte-là, donc c'est pas vraiment un péché, ou c'était une possibilité qui devait se réaliser avant qu'il y ait le retour, si on veut, à notre source, comme dans la parabole de l'enfant du fils prodigue, qui retourne à son père et qui, par ce retour, par ce séjour dans l'ignorance, dans la souffrance, et ce retour peut vraiment découvrir ce qu'est l'amour et la joie. Donc c'est ça. Par cette séparation d'avec la source, tout d'un coup, l'homme et la femme... Ah, c'est vrai aussi, là, j'ai pas le texte de la Genèse avec moi, malheureusement, mais je me souviens que, juste une petite précision, qu'il y a une différenciation qui se fait au préalable entre Adam et Ève, mais il n'y a pas ce fameux... que après qu'il ait mangé le fruit interdit, il est écrit dans le texte que tout d'un coup, ils virent qu'ils étaient nus et ils eurent honte et qu'ils ont décidé de se couvrir. C'est-à-dire qu'avant ça, il y avait une différenciation qui s'était faite entre le masculin et le féminin de cet être unique, mais qui avait encore... Ils ne se sentaient pas comme deux êtres séparés. C'était encore deux pôles qui étaient dans une complémentarité parfaite. Ils ne se voyaient pas nus parce que c'était encore une conscience une entre les deux pôles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais après qu'il y ait eu que Adam ait mangé le fruit, tout d'un coup, là, il voit qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'ils se voient l'un l'autre en tant qu'être séparés, en tant qu'entité distincte. Et c'est là, à ce moment-là, que là, vraiment, le traumatisme originel, comme j'aime l'appeler, est arrivé en pleine... Ça l'a frappé l'être humain
en pleine force. C'est le traumatisme originel parce que c'est la racine de tous les traumatismes qu'on connaît aujourd'hui. Et ce traumatisme-là, comme je l'ai dit, on peut s'imaginer une croix. Il y a un aspect vertical qui est la séparation d'avec la source divine. Et la conséquence au niveau horizontal, c'est la séparation entre ces deux pôles masculins et féminins. Ouais, donc, de ce traumatisme-là, originel, tous les traumatismes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont toujours des traumatismes reliés au manque d'amour, à l'isolement, à la violence, au rejet, ils prennent leur source, leur racine dans cet événement métahistorique que connut l'humanité au final, l'essence humaine. Et là, j'invite chacun à essayer de comprendre le traumatisme qui s'est produit à ce moment-là. Là, je vais un peu mettre de côté l'aspect qui est la séparation d'avec la source, quoique je rappelle que ça, c'est vraiment la cause primordiale et que ça implique que le retour, la réunion du masculin et du féminin ne peut se faire que tout d'abord par un retour, une réunion avec sa source divine avant que le masculin et le féminin puissent se réunir de manière vraie. Ça, c'est très, très important à garder en tête parce que puisque cette division s'est faite, c'est une conséquence de la séparation d'avec la source, d'avec notre source divine. Réciproquement, la réunion ne pourra se faire que si il y a tout d'abord une réunion avec notre source. Bien. Donc là, oui, j'invite chacun à essayer de s'imaginer la force du traumatisme à ce niveau-là, à ce moment-là, si on veut, à ce moment-là métahistorique, où l'homme, qui était un être complet, c'est-à-dire sans manque, tout d'un coup se retrouve séparé, divisé en deux entités distinctes et qui ont comme besoin l'un de l'autre. Il faut juste imaginer, là, encore une fois, c'est l'être humain complet. Et je veux dire, il y avait seulement, dans le récit, il y a seulement Adam et Ève, et en eux, ils symbolisent toute l'humanité, ils récapitulent toute l'humanité. Donc là, c'est comme cette essence humaine qui tout d'un coup se retrouve séparée, divisée en deux parties distinctes. Et là, chaque partie, l'une pour l'autre, non seulement le choc de tout d'un coup se retrouver dans le manque, mais de percevoir ce qui nous manque en face de nous comme quelque chose de séparé de nous, qui nous appartient plus, qui est plus quelque chose d'acquis, une possession. Donc là, juste le choc que ça a pu causer, et immédiatement le complexe de désir et de peur qui s'enclenche, que face à la partie qui manque, qui compléterait ce manque, qui comblerait ce manque qui tout d'un coup apparaît, ce manque abyssal, il y a ce complexe de désir-peur, c'est-à-dire que Adam désire Ève, mais puisque c'est une partie séparée de lui-même à ce moment-là, qui est comme autonome d'une certaine manière de lui-même, il sait que si son désir n'est pas satisfait, il va être dans un manque, dans une souffrance impossible. Donc il y a la peur, à la fois qu'il y a le désir de cette partie-là qui lui manque, il y a la peur de la perdre, que ça ne fonctionnerait pas. Et réciproquement, Ève désire Adam, mais elle en a peur. Et là, vraiment, de ça, on retrouve aujourd'hui, là je fais un saut quantique à aujourd'hui, vraiment la racine de
tous les problèmes, cette guerre sourde, je pèse mes mots, cette guerre sourde qui est entre le masculin et le féminin. Qu'est-ce qui se cache derrière, c'est ce manque, ce complexe de désir et de peur. C'est-à-dire que l'homme biologique et la femme biologique désirent à la fois l'autre partie qui comblerait un manque, qui comblerait le manque, mais elle en a peur aussi en même temps. Et là, de ce complexe-là jaillissent tous les problèmes entre le masculin et le féminin, toute la violence, tous les malentendus, toutes les incompréhensions, toutes les attractions, répulsions. Tout jaillit de ça. Mais bien évidemment, c'est une illusion que l'autre partie comblerait le manque parce que, comme je l'ai dit au début, la vraie cause du manque, c'est vraiment la séparation d'avec notre source originelle, notre source divine. Donc, ceci étant dit, maintenant, je veux encore approfondir la chose par rapport aux dynamiques relationnelles entre l'homme et la femme aujourd'hui. C'est que on pourrait dire d'une certaine manière que dans cet Adam originel, le pôle masculin correspondrait au sujet et le pôle féminin correspondrait à l'objet. Et là, il n'y a pas un pôle qui est meilleur que l'autre, sont parfaitement complémentaires, mais que ensuite dans la réalité physique et biologique, et je rappelle encore une fois que notre monde est déchu. Notre monde est dans le péché, entre guillemets. Et péché, qu'est-ce que ça veut dire en grec, amartia, c'est être à côté de la plaque. Et notre monde est dans le péché parce qu'on est dans l'ignorance de notre source, de notre essence divine. Donc on est à côté de la plaque. Donc notre monde est un monde dans le péché, entre guillemets, compris de cette manière-là. Et c'est un monde déchu, donc la manifestation s'est déployée, si on veut, à partir de ce faux mouvement, de ce traumatisme originel. Donc, les dynamiques relationnelles qui se sont mises en place entre le masculin et le féminin sur Terre, c'est des dynamiques qui sont héritées de ce traumatisme originel. Donc, c'est-à-dire que l'homme biologique, physique, va avoir tendance, généralement, et ça, c'est des tendances vraiment inconscientes, subconscientes, engrammées justement dans l'inconscient collectif, dans la psyché de l'humanité. L'homme aura tendance à se voir comme le sujet, à se prendre pour le sujet, tandis que la femme biologique, physique, et là, je rappelle encore une fois que très important, chaque être humain, qu'il soit homme ou femme sur le plan biologique, physique, possède dans son essence, est identifié à cet archétype originel, où il est au-delà du genre, il n'est pas limité par le genre. Mais sur le plan physique biologique, la femme biologique, de manière inconsciente, subconsciente, aura tendance à s'identifier à l'objet. Un objet qui est sous le regard, justement, du sujet. Et là, je veux dire, aujourd'hui, malgré le féminisme et l'émancipation de la femme, je veux dire, c'est tellement, ça m'est sauté aux yeux, surtout ces derniers jours, comment c'est une évidence que, encore une fois, c'est des mécanismes, des schémas de comportement inconscients, subconscients. Donc, les gens qui les font sont pas nécessairement conscients. Et les gens qui sont dans un cheminement spirituel, plus qu'ils progressent, plus qu'ils se libèrent de ces schémas. Mais j'invite n'importe qui à aller se promener en ville, peu importe où, dans un centre-ville, dans un restaurant, peu importe. Allez vous promener en ville un week-end et je veux dire, ça saute aux yeux comment la femme
Euh, elle s'habille d'une certaine manière, elle se maquille. euh, et encore, là, il y a aucun mal avec la beauté, le fait de se maquiller, de se mettre belle, comme on dit. Parce que la beauté, justement, une qualité féminine par excellence. Mais là, le problème, c'est quand cette beauté est récupérée par le schéma comportemental qui est hérité, justement, de ce traumatisme originel, où la femme se prend inconsciemment comme un objet de désir aux yeux de l'homme, et l'homme voit la femme, justement, comme un objet de désir qui comblerait son manque. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fond de toutes ces dynamiques relationnelles entre le masculin et le féminin, c'est le manque. C'est-à-dire les dynamiques relationnelles entre le masculin et le féminin dans notre monde déchu, c'est le manque. Donc l'homme va voir la femme comme l'objet de désir qui va combler son manque, et la femme se voit comme un objet de désir dont le manque va être comblé par l'homme. Et là, le sujet d'habitude, c'est celui... dans une dynamique sujet-objet, le sujet, c'est celui qui va avoir tendance à qualifier l'objet. Le sujet, c'est celui qui donne vie à l'objet d'une certaine manière, qui qualifie l'objet, qui lui donne sa valeur, plus exactement, plus précisément. C'est-à-dire que si on se promène, l'être humain est par excellence l'espèce sur Terre qu'on peut dire sujet par excellence, et là, ça n'a aucune importance qu'on soit un homme ou une femme. Mais si un être humain se promène dans la forêt et qu'il y a un arbre et qu'il dit « Ah, ça, c'est un bel arbre », eh bien, par sa qualification, il donne une certaine valeur à l'arbre. Et c'est pas anodin parce que, je veux dire, j'espère que tout le monde sait aujourd'hui que nos pensées et nos représentations des choses sont pas du tout anodines et qui ont beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit. Donc, lorsqu'on qualifie quelque chose de beau ou de laid en tant que sujet, on lui donne une certaine valeur. Et c'est ça que la femme, là encore une fois dans des schémas de comportement inconscient, subconscient, recherche chez l'homme. C'est le manque c'est l'homme qui lui donnerait sa valeur. Tandis que l'homme, lui, chez la femme, il la voit comme un objet de désir parce que chez la femme, il voit justement la beauté, l'extase, la vie, le mouvement, Ouais. Parce qu'un homme, souvent, qui se ramasse seul, un homme euh, devient sec, je parle encore une fois d'un homme ordinaire, entre guillemets, qui n'a pas du tout entré en contact avec son féminin intérieur, parce que ça, c'est une autre chose très importante, qu'en nous-mêmes, puisqu'on est, dans notre essence, on est à la fois masculin et féminin, ou au-delà du féminin et du masculin, on les possède aussi en nous, les deux. Et que pour être parfaitement intégré, il faut avant tout intégrer en nous l'autre sexe. Donc, un homme ordinaire, c'est-à-dire un homme qui vit une vie tout à fait ordinaire, qui n'a pas vraiment de vie intérieure, donc qui n'est pas entré en contact avec le féminin intérieur, à l'intérieur de lui, eh bien, quand il se ramasse seul, sans femme, il devient comme sec, il s'assèche, il manque la sève, la vie, l'ivresse, l'extase de la vie, la beauté, la volupté, la sensualité que la femme apporte, que la femme pourrait lui apporter. Tandis que la femme, elle, c'est la valeur que l'homme va lui donner. Donc, lorsqu'un homme désire une femme, il lui donne une certaine valeur. Parce qu'encore une fois, là, c'est dans le schéma de comportement inconscient où la femme se voit comme un objet aux yeux de l'homme. Et là, l'homme... C'est pour ça que les femmes, par exemple, inconsciemment, elles recherchent des hommes qui sont plus qu'elles. On peut le voir au niveau physique le plus basique, où les femmes, c'est unanime, qu'elles sont plus attirées envers un homme plus grand qu'elles. Parce que puisque l'homme est plus qu'elle,
c'est ça qui va lui donner sa valeur, dans le sens que lorsqu'une femme se met en couple avec un homme qui a une certaine position sociale, qui a de l'argent, qui est un artiste reconnu, qui est ceci, qui est cela, ben cette valeur, ça va lui donner de la valeur. Parce que lorsqu'elle se considère en tant qu'objet en elle-même, elle n'a pas de valeur. Et là, attention, je parle vraiment au niveau des schémas comportementaux inconscients, subconscients engrammés dans l'humanité. Et que tout être qui commence à s'éveiller, à devenir de plus en plus conscient, se libère de ces choses-là. Mais ces schémas-là sont encore très répandus. Comme je dis, on a juste à aller se promener en ville un week-end ou aller dans les clubs, les bars, et les restaurants, et que c'est évident que ces schémas-là sont encore très répandus malheureusement. Et c'est ça qui crée la séparation entre le masculin et le féminin, tous ces schémas de comportement. Donc je disais des grands mots, que la femme, quand elle se voit en tant qu'objet, elle n'a pas de valeur en elle-même. Elle découle sa valeur de l'homme, qui lui est le sujet qui va lui donner sa valeur, sa qualification. Et j'invite ceux qui écoutent, les hommes et les femmes, à faire ce petit exercice-là, à vraiment faire un travail d'observation. Parce que qu'est-ce qui qualifie justement un objet? C'est que lorsqu'on considère quelque chose comme on ne peut considérer quelqu'un comme un objet sans le déshumaniser. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on ne peut considérer une femme en tant qu'objet sans la déshumaniser, c'est-à-dire sans voiler, sans perdre de vue sa nature divine en tant qu'être souverain, en tant qu'être divin, en tant qu'être spirituel qui possède l'esprit. Quand on considère, et ça s'applique à tout en fait, à tout le vivant, un objet, on peut considérer quelque chose comme un objet seulement en lui retirant ce statut de manifestation divine. Et ça, c'est quelque chose que justement les peuples indigènes, c'est quelque chose, qu'on a à apprendre vraiment des peuples indigènes qui considéraient tout le vivant comme possédant une âme, c'est-à-dire que pour eux, les minéraux, les plantes possédaient une âme, et que nos classifications d'aujourd'hui entre vivants, non-vivants font aucun sens pour eux, aucun sens. Mais pour l'être humain, c'est encore plus grave, si on veut que considérer un être humain comme un objet, c'est vraiment le déshumaniser. Et c'est pas un acte volontaire mauvais. Ben, dans certains cas, ça l'est. Mais là, dans le cas que je parle, c'est vraiment des mécanismes subconscients automatiques. Mais que quand on considère un autre être humain comme un objet, on ne peut le faire qu'en le déshumanisant. C'est impossible de considérer un être. Lorsqu'on voit un être dans sa vraie nature, dans sa nature divine, comme un être souverain, c'est impossible de le considérer comme un objet de désir. C'est impossible. Impossible. Donc, j'invite vraiment chacun à faire un petit travail d'observation, les hommes, et moi aussi je m'inclus, parce qu'on est fait de plusieurs parties, et qu'on a chacun en nous cette partie, on peut dire, animale, impulsive, instinctive, justement, qui vient de notre passé évolutif, et que justement ce comportement chez les animaux qui est tout à fait naturel et normal, et qui est nécessaire d'une certaine manière, chez l'être humain, avec les perversions que peut amener le mental et l'ego, et aussi par le fait qu'on est des êtres conscients, que la conscience nous a été donnée, la conscience de soi, la conscience de ces schémas de comportement-là
mène à la pathologie et à la dysfonction sociétale, comme on le voit aujourd'hui, ça nous saute aux yeux. Donc, j'invite les hommes à faire ce petit travail d'observation sur eux-mêmes, que quand on marche dans la rue et qu'on voit une belle femme, et qu'on jette un regard sur elle, et c'est très très rapide. Qu'est-ce qui se produit? J'invite chacun à voir qu'est-ce qui se produit, mais ce mécanisme-là est très très rapide. Souvent, c'est la première réaction, la réaction justement instinctive, où on voit la femme comme un objet de désir. Littéralement, et ça, c'est cette partie animale en nous qui réagit très très vite et qui voit la femme comme un objet de désir. Et qu'à ce moment-là, je t'ai observé que vous avez perdu de vue, même si c'est pour une fraction de seconde, vous avez perdu de vue complètement le fait que cette femme-là est un être souverain, un être divin au même titre que vous. Et les femmes aussi, moi je suis pas une femme, donc je serais intéressé de voir si j'ai du feedback de la part de certaines femmes qui vont peut-être écouter cette vidéo et qui vont faire le petit travail. C'est les femmes, je vous invite aussi, par exemple, je sais pas si vous retrouvez dans une situation avec d'autres hommes, que ces hommes-là, inconsciemment, vous considèrent comme un objet de désir et que, puisque les perceptions que les autres ont sur nous ont un impact direct sur comment on se perçoit, je vous invite à voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Si tout d'un coup, il y a un schéma de comportement automatique qui s'enclenche, que tout d'un coup, vous vous considérez comme un objet face au regard de ces hommes. Que l'objet est tout le temps quelque chose qui est regardé, c'est quelque chose qui est exposé à la vue. Donc un objet face au regard de ces hommes, et que tout d'un coup, ce schéma de comportement s'enclenche, ou pas, mais que s'il s'enclenche, vous sentez, il y a comme des patterns de comportement, des mécanismes qui s'enclenchent sans vraiment votre consentement conscient ou non, et que vous sentez le besoin de vous présenter d'une certaine manière, d'agir d'une certaine manière, et que ces hommes-là, en vous désirant, ils vous donnent de la valeur. Que là, si c'est ça qui se produit, ben là, on est complètement dans la logique, dans la mécanique animale déchue entre le masculin et le féminin. Donc, j'invite vraiment les femmes à faire peut-être ce petit travail-là. Je serais curieux d'avoir des retours. Et oui, vraiment, aujourd'hui, l'objectivation de la femme, c'est partout, en fait. C'est ça qui est impressionnant, ça m'est vraiment sauté aux yeux ces derniers jours. Malgré le féminisme, etc., que l'émancipation de la femme, c'est encore... on le voit sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, quand les femmes ont du pouvoir là-dessus. Mais pourquoi ils ont du pouvoir? Simplement parce qu'ils se présentent eux-mêmes comme des objets de désir aux yeux des hommes, aux yeux du monde. Parce qu'une belle femme, ça vend, etc., etc. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, par exemple, toutes les femmes qui posent des photos d'elles et qui ont des millions de followers, sur YouTube, et même ce nouveau site web qui s'appelle OnlyFans, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est des femmes, souvent des influenceuses d'Instagram qui se lancent bon, ils vont prendre des photos osées d'eux ou des photos nues d'elles-mêmes ou même de la pornographie et que là, les hommes ont à payer pour voir ce contenu exclusif-là, entre guillemets. C'est pour ça que ça s'appelle OnlyFans, seulement pour les fans. Tout ça, c'est juste l'objectivation de la femme en action. Et je veux dire, c'est partout. Ouais, les femmes, justement, comment elles s'habillent, comment elles se présentent. Et comme j'ai dit au début, il n'y a aucun problème avec la beauté. Vraiment, moi, je suis tout pour la beauté. Et même, j'aspire tellement au jour où on va pouvoir célébrer la beauté féminine particulièrement, sans... Quand on va être
sans justement cette mécanique de désir-peur, cette récupération par notre nature inférieure, par notre nature animale, de cette beauté incroyable. Et j'aspire vraiment à ce jour-là. Et donc oui, aujourd'hui, c'est ça, c'est partout, c'est partout, c'est partout, l'objectivation de la femme. Et là, bon, ça c'était un peu le diagnostic de la situation actuelle, qui est vraiment horrible. Comme je disais tantôt, il y a une guerre sourde entre le masculin et le féminin, et je crois que toutes les personnes sensibles le pressentent très fortement. Et ça fait mal, vraiment, ça fait mal à quel point on a atteint un point de non-retour, je dirais, parce que aujourd'hui, je veux dire, moi, en tant que jeune homme, je sais que pour les générations plus anciennes, c'est vraiment différent, mais moi, en tant que jeune homme, je vois à quel point dans ma génération et les générations encore plus jeunes que moi, c'est désastreux. On n'est même plus capable de se regarder dans les yeux, les hommes et les femmes. On, il y a tellement une séparation énorme, on ne sait plus quand se rencontrer. Et justement, à cause de ce mécanisme de désir-peur qui crée le conflit, et ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. Moi, j'aspire tellement à la réunion du masculin et du féminin. Et là, comme je disais, j'ai dressé un peu, si on veut, le diagnostic de la situation actuelle. Et là, bien sûr, il faut parler de quid. Alors là, on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ça va être le sujet de la prochaine vidéo, parce que là, j'en ai déjà dit beaucoup. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'aborder qu'est-ce que ça pourrait être la vraie relation entre le masculin et le féminin. Et pour moi, ça veut dire qu'est-ce que ça va être, de quoi ça pourrait avoir l'air, de quoi ça pourrait avoir l'air, la relation entre le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme dans le nouveau monde. Dans le nouveau monde. Parce que pour moi, ce monde-là qui est... Et là, j'emploie le nouveau et l'ancien dans le sens que les dialogues avec l'ange l'emploient. Donc, pour ceux qui voient cette vidéo-là, connaissent probablement les dialogues avec l'ange parce que j'ai fait la lecture intégrale de cet ouvrage-là, pour moi, qui est un ouvrage incroyable, essentiel. Donc, comment l'ancien et le nouveau est employé dans les dialogues avec l'ange. Pour moi, dans l'ancien monde, c'est-à-dire ce monde déchu, qui est qui s'est bâti, si on veut, sur ce traumatisme originel, je veux dire, c'est impossible. Le masculin et le féminin ne pourront jamais se retrouver d'une manière vraie, d'une manière véridique, dans le sens vérité. C'est quoi la vérité de la relation entre le masculin et le féminin? Et pour moi, c'est impossible dans cet ancien monde-là. Il peut y avoir des très belles expériences, des très belles expériences. Comme souvent aujourd'hui, c'est bien à la mode de parler de relations tantriques, relations divines, flammes jumelles, blablabla. Mais pour moi, tout ça, ça se base encore sur la séparation, sur la division. Même si c'est une très belle expérience qui peut-être nous donne un pressentiment de l'unité, de qu'est-ce qui pourrait venir, la racine est encore fausse. Parce que faut se rappeler que dans la Genèse, justement, à la base, l'homme et la femme étaient un. Le masculin et le féminin étaient un. Il n'y avait pas cette conscience de séparation. Cette conscience de séparation qui engendre le manque et le désir et la peur. Donc, de quoi pourrait avoir l'air cette relation entre le masculin et le féminin dans le nouveau monde?
Et le nouveau monde, pour moi, c'est simplement lorsque un nombre suffisant d'hommes et de femmes, d'êtres humains, vont avoir réalisé leur vraie nature, leur nature divine, vont s'être réunis avec leur source. Et ça va seulement être le commencement parce que, bien évidemment, comme les dialogues avec l'ange le disent, après ça, qu'est-ce qui nous attend? C'est le déploiement de l'éternel devenir du divin en nous, sur la terre, dans l'univers, dans le cosmos. Mais ce déploiement-là va se faire dans la lumière, puis dans l'ignorance et dans les ténèbres, comme jusqu'à présent. Donc là, bien sûr, ça va être des spéculations, mais cette question-là m'a tellement travaillé, ça me tient tellement à cœur que je vais partager certaines pistes, certaines intuitions qui me sont venues, et ouais. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais aborder de quoi pourrait avoir l'air la réunion entre le masculin et le féminin, la vraie réunion entre le masculin et le féminin, et quelles pourraient être les formes possibles de cette relation dans le nouveau monde. Alors merci à vous pour votre écoute et j'attends vos commentaires s'il y en a, des retours. N'hésitez pas si c'est des critiques constructives parce que je sais que c'est un sujet très chargé, très très chargé aujourd'hui. Donc oui, j'attends vos retours et bonne continuation à tous.